Début du XVIIIe siècle, l'âge d'or des grandes puissances maritimes. Dans les Caraïbes, les navires anglais, français et espagnols sillonnaient les routes commerciales qui leur ouvraient la domination du monde. C'était aussi l'âge d'or de la piraterie, celui qui vit une poignée d'hommes en mal d'aventure, attirés par l'argent vite gagné, défier les empires. Ils allaient où bon leur semblait, ce qu'ils voulaient, ils le pillaient. Des Caraïbes aux côtes de l'Atlantique, aucun bateau, quelle que soit sa taille, n'était en sécurité. Le plus célèbre et le plus redouté des pirates était connu sous le nom de Barbe Noire, né Edward Teach à Bristol dans le sud de l'Angleterre. Je les tiens, je vais leur prouver que le diable existe. C'est sa véritable histoire que ce film raconte. Une épopée spectaculaire qui vit Barbe Noire 2 ans durant, de 1716 à 1718, faire constamment régner la terreur. Allez, attaque! Pour ceux qui avaient décidé de le servir, il était le capitaine. Mais pour ses victimes et les malheureux qui ont dû le subir, il était Barbe Noire. Pas le genre d'homme qu'on croise comme ça. Pas quelqu'un qu'on oublie. Il est inconcevable qu'un vulgaire pirate réussisse à nous mettre ainsi en échec. Le film reconstitue cette époque en s'appuyant sur d'innombrables documents, carnets de bord, lettres et procès-verbaux officiels. Étonné, monsieur Hans? Il nous embarque comme si on avait pu vraiment la filmer pour une des plus grandes aventures de l'histoire de la piraterie et de ses héros, avec ses usages, ses codes, ses rebondissements, ses trahisons. Israel Hens fut le fidèle, le compagnon, l'ami de Barbe Noire. De retour à Londres pour finir une vie de misère, il témoignera de l'histoire du pirate le plus redouté des Caraïbes. C'est au personnage d'Israel Hens qu'est confié le récit extraordinaire de la vie de Barbe Noire. Il est pris. Certains avaient juré de précipiter sa mort, mais s'il pouvait tuer l'homme, il ne pouvait tuer la légende. Notre histoire débute à l'été 1717, 4 ans après la fin de la guerre de succession d'Espagne. Des milliers de marins qui avaient fidèlement servi la reine Anne d'Angleterre ont alors été renvoyés comme des malpropres. Les amiraux avaient décrété qu'ils étaient trop nombreux et les avaient chassés comme ça, brutalement. Navire en vue! Droit devant! Une décision qu'ils regretteraient un jour. Car ces hommes savaient naviguer et tuer. En moins de 2 ans, la plupart ont appris le métier de pirate. J'étais l'un d'eux. Je m'appelle Hans, Israel Hens. J'ai fait la connaissance d'Edward Teach dans les Bahamas. À l'époque, je servais comme second sous les ordres d'un des pirates les moins recommandables de toutes les Caraïbes. Hissez le pavillon. Je veux qu'il sache que Charles Vane est arrivé. Hissez le drapeau noir! Nous avions pris nos quartiers dans le port de New Providence. Là, nous avions un accès facile aux routes commerciales qui grouillaient de navires. C'était au gouvernement britannique de protéger ces vaisseaux. Mais Londres était à 3 mois de mer de là. Nous étions donc les seuls maîtres du lieu. Nous, les brigands qui vivions selon notre bon vouloir et n'obéissions qu'à notre propre code. Puisque tout le monde se bâtissait un empire, pourquoi pas nous? Mais les milords anglais n'allaient pas nous laisser les plumer indéfiniment. C'est en juin 1717 que les premières rumeurs ont commencé à circuler. Le nouveau roi, Georges Ier, trouvait que nous en prenions un peu trop à nos aises. Il avait décidé d'agir et d'envoyer le meilleur de ses navires pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Je me serais fait volontiers oublier, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Edward Teach. Ainsi, messieurs, son impétueuse et gracieuse majesté nous envoie sa flotte histoire de nous enseigner les bonnes manières. Moi, je ne dis qu'une chose, qu'ils viennent. Ils ne font pas peur à Charles Vane. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Teach? Tu en as peur? Fou est celui qui dit ne pas craindre la marine royale.
Et lâche est celui qui avoue la craindre. J'ose espérer que tu ne penses pas ce que tu dis, Vayne. Les pirates ne se tirent pas dessus. Refaites ce geste, ne serait-ce qu'une fois, monsieur Hens, et ce sera le dernier que vous accomplirez sur cette terre. On gagne plus à vivre qu'à tuer, capitaine. Teach, viens à ma table. Enivrons-nous ensemble, puisqu'il nous faudra être sobres demain. Ce soir, je boirai seul, merci. Il est parfois difficile de distinguer l'homme de la légende qui l'entoure. Et c'est encore plus vrai dans le cas d'Edward Teach. C'était un pirate à part pour 3 raisons. Il était aussi intelligent que malin. Il savait lire, et il était parfaitement maître de lui. Dis-moi, Teach, combien de vaisseaux as-tu arraisonnés? Moins que toi. Oui, moins que moi, c'est un fait. Mais, et il en sera toujours ainsi. Peut-être bien. Tu aurais très bien pu y laisser ta peau. Ouais, vous aussi. Un homme dans ton genre me serait utile. C'est quoi mon genre, d'après vous? Le genre d'homme qui saurait deviner tout ce qui se trame dans la tête de Charles Vane. C'est un bon pirate. Mais un mauvais capitaine. Charles Vane recherche que 2 choses. Le pouvoir et l'argent. Et vous, je peux savoir ce que vous cherchez? Moi? Je veux seulement qu'on se souvienne de moi. Après avoir servi Sa Majesté Anne en tant que corsaire, Teach avait débuté sa carrière de pirate sous les ordres du capitaine Hornigold. Mais très vite, il avait pris le commandement de son propre bateau. L'histoire d'Edward Teach touchait à sa fin. Celle de Barbe Noire pouvait alors commencer. Il est petit. Et il n'y a pas plus rapide par vent de travers. Il vient d'être refait. Au banc neuf, nouvelle voile. Et le meilleur équipage qu'on puisse trouver de la Barbade à Boston. N'ai-je pas raison, César? Notre César Noir. Il faisait route vers la Floride dans la cale d'un bateau au négrier quand on l'a trouvé. Mais bien loin de ta maison. C'est ici ma maison. Je lui ai rendu sa liberté. Il m'a offert sa loyauté. Cela dit, il n'est pas très causant. On trouvait de tout chez les pirates. Des marins, des esclaves, des musiciens, des fugitifs, des hommes de mauvaise réputation, et même des femmes de temps à autre. Sans parler de ceux qui avaient connu des jours meilleurs. Voici notre maître de manœuvre, Monsieur Howard. Enchanté de vous connaître. Lord Howard, dans une vie passée. Enfin, c'est ce qu'il dit. Et voilà Morton, chef canonnier. Bienvenue à bord. Si le rhum te tue pas, la bouffe le fera. On pourrait croire que chez les pirates, les capitaines se mettaient eux-mêmes à la tête d'un bateau. Pas du tout. Le capitaine était élu par son équipage. À ce titre, il lui fallait être fort, juste, et par-dessus tout, victorieux dans ses conquêtes. Car s'il échouait, c'était la mutinerie. Et vous pouvez être sûr qu'il se trouvait toujours quelqu'un pour prendre sa place. Roupiller sur le pont, mettre le briquet. Allez, Guinère! Monsieur Gibbons n'est pas un grand esprit. Ses centres d'intérêt sont assez limités, mais il est efficace, une lame à la main. La plupart d'entre nous avions pris la mer pour la première fois enfant. Pas par choix, en relais de force le plus souvent. Mais une fois que nous avions goûté à la vie en mer, la vie sur Terre n'avait plus la moindre saveur. À l'époque, nous nous soucions comme d'une guigne de ceux que nous ruinions. C'étaient de simples noms dont nous nous moquions autour d'un verre de rhum.
Mais nous avions tous entendu parler du gouverneur de Virginie. Personne ne détestait plus les pirates que lui. À ses yeux, nous étions de la vermine qu'il se faisait un devoir d'éliminer. Je compte sur vos seigneuries pour juger de la nécessité qu'il y a à attaquer ces pirates dans leurs repères avant qu'ils deviennent forts. Non, attendez. Avant qu'ils deviennent invincibles. Il s'appelait Spotswood. Alexandre Spotswood. Il administrait la Virginie, l'une des colonies les plus prospères du Nouveau Monde, qui possédait tout pour devenir riche et le rester longtemps. Le gouverneur nous attend. Du commerce, des ports et des navires placés sous la protection de la flotte de Sa Majesté. Capitaine Brand. Laissez-moi vous présenter le lieutenant Maynard. Il vient d'arriver d'Angleterre. Bienvenue en Virginie, lieutenant. Toute aide nous sera très précieuse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, gouverneur. L'empire que nous avons bâti est en train de passer sous la coupe de bandits. Il se dit que le roi est sur le point de promulguer un édit pour mettre fin à la piraterie. Un édit. Nous n'avons que faire d'un édit. Nous devons agir. Il semblerait qu'un gouverneur soit bientôt nommé et envoyé aux Bahamas. Avant qu'il y soit, il peut se passer 1 an. Et d'ici là, notre commerce sera moribond. Permettez-moi de vous rappeler, gouverneur, que vous avez ici 2 vaisseaux de Sa Majesté en protection. Je refuse de me contenter d'une protection. J'ai besoin de quelqu'un qui les pourchasse. Nous faisons de notre mieux. Capitaine Brand, puis-je vous rappeler que vous n'avez pas jusqu'ici capturé un seul pirate? Nous avons bâti notre richesse par des moyens honnêtes. Et je ne tolérerai pas qu'elle nous soit volée sous notre nez par des fornicateurs sans foi ni loi. Ici s'étend mon terrain de chasse. Des côtes du Brésil jusqu'aux rives de Virginie. C'est une route appréciée du commerce local. Il y a surtout des sloops français et espagnols. Autrement dit, le genre de proie que tout pirate rêve de chasser. Vaisseau en vue! Par tribord avant! 2 degrés! Pour commencer, voyons ce que c'est. Un sloop. Un cadeau qui tombe du ciel. Je vais vous voir à l'œuvre, monsieur Hans. Dirigez la manœuvre. 2 degrés sur bâbord! Faites hisser les voiles, monsieur Gibbons. Hissez les voiles! Voiles! Arrimez! Comme la plupart des pirates, nous naviguions à bord d'un sloop, un petit navire à un seul mât. Pourquoi? Parce que c'était un bateau rapide et maniable. Lorsque nous avions repéré une proie, nous lui donnions la chasse. Et ses poursuites étaient lentes et longues. Ce n'était pas une affaire de puissance de feu, mais de savoir-faire de marin. Il va rejoindre la côte et tenter de nous semer. Il y a des hauts fonds dangereux. Il va garder son cap en espérant qu'on le rattrapera pas avant la nuit. T'as un avis sur tout, tu t'y connais. Son avis n'a aucune importance. C'est ce que moi je pense qui compte. À moins que vous ayez décidé de vous charger de cet abordage, monsieur Gibbons. Non. C'est bien ce que je pensais. Surveillez le cap, s'il vous plaît. Et que le plus rapide gagne. Une fois la proie rattrapée, il fallait choisir entre 2 tactiques. La persuasion ou la force. Tout d'abord, nous tirions un coup de semonce à la proue du navire. Et si ça ne suffisait pas, nous nous invitions à bord. Armez les canons. Armez les canons tribord! Pièces 1, 2 et 3! La poudre loin! Amenez la pièce! Bien joué, monsieur Hans. Je crois qu'on les tient. Nous n'engagions le combat que si c'était nécessaire. Mais dès lors, nous ne faisions pas de quartier. Des Français. Ils vont bientôt faire dans leurs culottes. Numéro 1! Feu! Plus long! Bien, il résiste plus longtemps qu'on aurait pu croire. Parez à l'abordage. Ça
vos ordres, capitaine. Allez, Blake, Gates, les mains d'armes! Servez-vous! Il y a des mousquets! On va leur donner la leçon qu'ils méritent à ces Français! Bougez! Écrouillez-vous, ça va chauffer! Servez-vous, il en reste! Allez voir, messieurs. Messieurs, ça vous tente? J'adore les duels! Joli coup, et je m'y connais. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Hans? Quand on fait un travail, il faut le finir. Pas besoin de tuer un homme qui vient de se rendre. Ça se défend. Très bien, messieurs. C'est l'heure de l'inventaire. Malheureusement, la glorieuse époque des galions espagnols remplis d'or était terminée. Nos butins se composaient désormais de tabac, de teinture et de sucre. L'or blanc, comme nous l'appelions. Tout ce massacre pour 50 sacs de sucre. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Vous voulez vous arrêter? Non. Je veux commencer, au contraire. Tôt ou tard, ils finiront par nous prendre. Si je venais à mourir, je ne veux pas laisser à la postérité le souvenir d'un petit pirate minable qui faisait son ordinaire de sloop et de sacs de sucre. Allons, messieurs! Ramassez et rangez les mousquets, les pistolets, les lames, les munitions! Et que ça saute! Bon, vous avez entendu le capitaine? On ne traîne pas! Si Alexandre Spotswood, le gouverneur de Virginie, avait des raisons de nous faire la chasse, en Caroline du Nord, c'était une autre histoire. Cet État était pauvre, peu de navires, peu de ressources. Il était donc forcé de commercer avec tous ceux qui lui proposaient des marchandises. Et donc avec nous autres pirates. L'homme qui organisait ce petit négoce n'était autre que le gouverneur, Charles Eden. Monsieur Mosley, je contrôle la situation, je vous l'assure. La situation de la Caroline du Nord est un camouflet pour l'Empire. Et tant que vous laisserez ces pirates agir à leur guise, nous ne pourrons qu'être la risée de tous. Monsieur Mosley, j'ai résolu de conclure un marché avec tout pirate entrant dans les eaux de la Caroline. Réfléchissez, vos prétendus marchés ne font que les encourager à continuer. Ah, Monsieur Knight, Monsieur Knight, vous connaissez Monsieur Mosley, bien sûr. Vous nous excusez un instant, nous avons quelques affaires urgentes.
C'est le diable, cet homme-là. Pour ainsi dire, il hésite à peine à m'accuser de collusion avec les pirates. Vous avez des nouvelles pour moi? Une offre intéressante, pour être précis. 50 sacs de sucre. Une affaire proposée par un négociant local. Ah, parfait. Vous vous occupez des modalités de la vente. De tous les navires qui croisaient dans ces eaux, ceux qui transportaient la cargaison la plus précieuse étaient les négriers. Pour chaque Européen qui traversait l'Atlantique, c'était 6 esclaves noirs qui faisaient le voyage dans la cale de bateaux bien équipés et souvent lourdement armés. C'était le cas de la Concorde qui battait pavillon français et faisait route vers la Martinique. C'était un certain capitaine Dosset qui le commandait. Il avait à son service un mousse du nom de Louis Haro. En vertu du code de la piraterie, nous n'attaquions jamais les navires de cette taille. Français. Un vaisseau négrier, je pense. Mais pour un homme aussi ambitieux et impatient qu'Edward Teach, c'était une règle qui ne demandait qu'à être enfreinte. Quels sont les ordres, capitaine? Ils n'ont pas dû quitter Paris sans emporter une cassette ou un coffre rempli d'or. Capitaine. Là, on lance la chasse. Gabier, au mât! Suis-je fou, monsieur Hans? Lancez encore rien. Eh bien, comme ça, nous sommes deux. C'est alors que j'ai compris que notre capitaine ne se contenterait jamais de maigres prises et d'une vie facile. Au roi. Préparez-vous, allez! Abîmer un bateau de ce prix. Passons à la suite. Préparez l'abordage, monsieur Hans. Espérons qu'il en vaut la peine. C'est un bateau d'esclaves, d'accord? Après 2 mois en mer, l'équipage ne doit plus compter ses malades et ses morts. Quant aux autres, ils n'auront guère le goût au combat. Préparez-vous à l'abordage! Je veux que chaque vaisseau naviguant sur ces mers reçoive de ma part ce message. Aucun d'eux ne m'échappera! Allez, allez, allez! Français! Bienvenue dans le Nouveau Monde! La stratégie d'intimidation du capitaine avait fini par payer. Dans le fond, c'était un homme pacifique. Le mieux est de se rendre. Vite, vite! Baissez le pavillon! Ses soupçons sur l'état de l'équipage et de la cargaison étaient justifiés. Deux mois en mer, et la moitié de votre cargaison est morte. La plupart de vos hommes souffrent de fièvre ou de dysenterie. Il faudrait avoir plus de respect pour le genre humain, capitaine Dosset. Je lui colle une balle, capitaine. Ah, je vous en prie, monsieur Gibbons. Ce genre d'initiative risquerait de le rendre encore moins bavard. Rien. Il l'a caché quelque part. Où est-il? Vous êtes un moins que rien. Vous opposer à moi ne fera pas de vous quelqu'un. Très bien.
très bel ouvrage. Monsieur Gibbons, vous voulez bien opérer? Non, non, non. Pas l'anneau, monsieur Gibbons. Le doigt! Si vous ne voulez pas perdre les 9 autres, je vous conseille de me dire où est l'or. Où est l'or? Mon capitaine. Oh, très bien. Allez. Alors, comme ça, le petit Frenchie nous a indiqué où se trouvait l'or. Lord Howard, voulez-vous? C'est un beau navire. Ouais. Oh, c'est magnifique. Viens ici, Frenchie. Viens. Touche-le. Prends-en une pleine poignée et serre fort. Là, tu vois. Plus tu le retiens, plus il s'échappe. Nous avons trouvé 20 livres de poussière d'or sur la Concorde. De quoi acheter toute une flotte marchande et nous établir honnêtement à notre compte. Mais aucun de nous n'y songeait. Le capitaine s'est emparé de tout. Pas seulement de la cargaison, mais aussi du vaisseau. Et une grande partie de l'équipage a décidé de rejoindre nos rangs. En particulier le jeune Louis Harrow. Frenchie, comme nous le surnommions. Quel âge as-tu, Frenchie? 15 ans. Je voudrais savoir. C'est vrai que les Français sont cannibales? Toi, Français, peux payer pour manger? Manger? Dis pas n'importe quoi. Hein? Tu as raison, Frenchie. Tu as raison. Les pirates avaient souvent la réputation d'être cruels. Mais le capitaine savait qu'il était plus profitable de ne pas tuer l'ennemi. Il a donc donné notre vieux sloop à Dossé et à ses hommes pour qu'ils poursuivent leur route. Mais nous savions qu'il envoyait là un message à ses futures victimes. Rendez-vous, et vous vivrez. Il en avait dans la tête, le capitaine. Donc, tu connais pas les manières des pirates? Non. Assieds-toi. Bon, je te donne les règles. Interdit de voler, de désobéir aux ordres et de déserter. Interdit de fumer sur ce pont. Et pas de femmes. Pourquoi pas de femme? Parce que c'est comme un canon fou, c'est pire que tout. Tu sais ce que c'est qu'un canon fou? Non, tu vas me le dire. Eh, vous deux, vous arrêtez de comploter. On complote pas, monsieur Gibbons. J'explique seulement à Frenchie comment ça marche ici. Je vois. Tant que tu y es, explique-lui que où qu'il soit, que quoi qu'il fasse, je le surveille. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Tu viens? Allez, suis-moi. De toute l'histoire de la piraterie, on a rarement vu des bateaux de cette taille être pris d'assaut. Et jamais de façon si audacieuse. Presque sans le moindre coup de feu. Le capitaine commençait à se faire un nom. Ouvrez le feu. Feu! Durant les 3 mois suivants, nous nous sommes emparés de 8 autres navires. La plupart sur un simple coup de semonce. La nouvelle de nos exploits commençait à se répandre, et la réputation du capitaine allait grandissant comme il le souhaitait. Vous
devriez lire des livres d'histoire, monsieur Gibbons. Ça ouvre l'esprit. Je sais pas lire. Ah ah. Et ça ne vous dérange pas plus que ça, si je comprends bien. Et vous, monsieur Hans, vous lisez? Uniquement le livre de bord et les cartes. C'est un tort. Tous les grands événements, tous les grands personnages, tous les empires, ils sont inscrits pour la postérité. Finalement, nous n'existons vraiment qu'à travers l'histoire. Navire en vue, 3 degrés à tribord! Et c'est l'histoire que nous allons écrire. On dit que celui qui se souvient de ses erreurs autant que de ses victoires vivra longtemps. Eh bien, je me souviendrai toujours de la prise du Greathalen. Ce jour où notre victoire a aussi été notre plus grande erreur. Un sacré bâtiment. Et bien armé dans les 40 canons, je pense. Nous avions repéré un vaisseau inconnu à l'horizon. À 3 mâts. Ils sont un pavillon, celui de Sa Majesté. Soyons anglais pour l'instant. Vous voulez l'attaquer? Approchons-nous d'abord, monsieur Hans. Bien sûr, le capitaine n'était pas homme à laisser passer une chance pareille d'entretenir sa légende. Hissez le pavillon, monsieur Smith! Hissez le pavillon! Il est anglais, apparemment. C'est peut-être le Greathalen. De Boston? Hey! Corrigez-moi si je me trompe, monsieur Hans. Mais ils étaient bien de Boston, ceux qui ont traité si mal le capitaine Bellamy et son équipage. Exact. Imaginez, vous avez le malheur de faire naufrage. Vous croisez dans les parages un vaisseau de Boston. Ils vont vous sauver. C'est ce que vous pensez. Mais que font-ils? Ils n'hésitent pas une seule seconde à pendre 6 hommes. Ce n'est pas correct. Pas correct du tout. Quels sont les ordres, capitaine? Nous attaquons! Fini de roupiller! Tout le monde sur le port! Étonné, monsieur Hans? Ça, c'est sûr. Vous ne serez pas le seul. Je veux que tous leurs gouverneurs de la Floride à Rhode Island s'étouffent avec leur vin en apprenant la nouvelle. Ici notre pavillon! Il voit s'élever le visage de la vengeance. Des pirates! Il faut fuir! Virez sur bâbord! Virez sur tribord! 10 degrés et droit devant! Préparez les canons. Préparez les canons! 1, 2, 3! Seigneur Tout-Puissant, il va prendre ce navire! Canon préparé! Allez, vous dormez! Plus vite! Augmentez la voilure, monsieur Smith! Augmentez la voilure! Faites armer les canons, monsieur Smith! Armez les canons! Bon sang, grouillez-vous! C'est ça, du nerf! Poudre demandée! Ils nous ont bien touchés. Il y a 2 morts et Frenchy est gravement blessé! Joli tir, monsieur. 2 morts. Et le petit Frenchy est dans un sale état. Monsieur Gibbons, conduisez-moi le long de ce vaisseau. Difficile pour l'instant, capitaine! Conduisez-moi le long de ce vaisseau!
Stoppez la manœuvre! Voile en position pour manœuvre d'abordage! Je vous confie le commandement, monsieur Hans. J'ai une surprise pour ces messieurs de Boston. On tue personne si c'est pas utile. Soyez tranquille. Je n'ai pas pour réputation de me livrer à d'inutiles brutalités. Barrez l'abordage! Aux armes, tout le monde! Aux armes! Grouillez-vous! Grouillez-vous! On ne traîne pas! Allez, vite, vite, vite! C'est ce jour-là que le capitaine a décidé de mettre la touche finale à son personnage. Il s'est armé de 6 pistolets chargés. Tenez-vous prêts, messieurs. De 2 sabres d'abordage. Suivez bien les ordres. Et pour couronner le tout, il a allumé des mèches à canon sous son chapeau. La légende de Barbe Noire s'était enfin incarnée. Dites à monsieur Jones que j'aimerais un peu de musique. Ce jour est un jour de vengeance. Vengeance pour toutes les souffrances de tous ces pirates qui ont été pendus. Vengeance envers ceux pour qui nous nous battions, mais qui ont maintenant décidé que nous n'avions plus qu'à disparaître. Nous avons bâti leur empire. Nous l'avons bâti pour eux. Et nous pendre est désormais leur seul désir. Alors, messieurs, nous avons le choix. Ou bien nous soumettre, ou mourir. Dis bonjour au diable. Alors, tu croyais que tu parviendrais à pendre mes frères d'armes et à incendier mon navire, n'est-ce pas? Crâne d'œuf. Quel que soit le sort qui t'attend, puisse le Seigneur te garder en sa miséricorde. Monsieur Gibbons, comme il vous plaira. Il s'en est pris au Great Allen de Boston. Il a un sens aigu de la provocation, accordons-lui cela. Quoi d'autre? Nos informations sont imprécises. Il semble que le capitaine ait été soumis à certaines humiliations. C'est un affront au roi, au peuple tout entier de l'Empire britannique. Et à moi. S'il ose s'en prendre à un vaisseau de Boston, pourquoi pas à un navire de la Virginie? Cet incident est assez désagréable, je le reconnais volontiers. Cela dit... Désagréable? Le message de ce Teach est très clair. Il dit « Rien ne pourra m'arrêter. Nous allons nous retrouver à sa merci, tous !» Ceci devrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? L'édit royal qui supprime la piraterie. Nous promettons ici solennellement à tout pirate qui se rendra de lui-même de lui accorder notre royal pardon. C'est ainsi qu'on va les punir. Ils ont détruit nos navires, mis notre empire au bord de la faillite, torturé nos citoyens, ils sont pardonnés. C'est un compromis, disons, réaliste. Nous n'avons pas les moyens de donner la chasse et de faire la guerre à tous les pirates qui existent. Teach et ses semblables riront bien en voyant cela. Alors, comment elle est, ma réputation? Mauvaise. Mauvaise? Ah, c'est bon, ça.
Oh, messieurs, voici ma nouvelle femme. Elle est déjà mariée. Comme le capitaine, 13 femmes, il a déjà... Moi, je pourrais pas, je sais pas compter jusqu'à 13. Je peux savoir ce que ça a de drôle, Morton? C'était pour rire. Pour rire? Ah. Donc c'était une blague. Quand on fait une blague, en général, c'est pour faire rire le monde, ou je me trompe? C'est curieux, ça ne me fait pas rire. Pourtant, j'aime bien rire. Mais peut-être n'ai-je pas compris. Et tiens, tu veux bien me la redire? Si je la trouve drôle, je te promets de rire très fort. Eh bien, monsieur Morton, faites-moi rire. J'ai seulement dit... Oui? Que vous alliez avoir du mal à l'épouser parce que vous êtes déjà marié. Oui. C'est tout? Oui. À combien de femmes? 13. Je n'en ai que 12, monsieur Morton. Je l'ai eu encore une fois. Toi, et tu fais ma joie, Morton. Vane, viens donc boire un coup avec nous. Charles Vane la mérite, cette bouteille. Ne serait-ce que pour avoir rançonné 2 sloops. En 2 semaines. Félicitations. La rumeur dit que Teach navigue sur un très grand navire désormais. On ne parle plus que de cela. Sauf toi, ma jolie, la fête est finie. De tels bâtiments sont de belles prises. J'avais un temps songé à le faire. Mais je les trouve trop... gros. Allons, monsieur Vane. Que désirez-vous boire? Notre attaque contre le Great Allen avait non seulement allongé la liste de nos ennemis, mais aussi celle de nos blessés. Maladies et blessures étaient monnaie courante sur les navires comme le nôtre. Pourquoi? Mais ce qu'ils n'étaient pas, c'était les mousses comme Louis Harrow. Il est dangereux d'avoir des secrets sur un bateau pirate, Funchi. Heureusement pour toi, j'ignore quel est ton secret. Allez dire aux gens qu'il y avait des femmes pirates. Ils ne vous croiront jamais. Pourtant, il y en avait. La vie à terre était peut-être pire. Elles déguisaient leur identité pour s'engager dans la marine ou à bord de bateaux pirates. Mais elles couraient le risque d'être découvertes. Et seuls les plus chanceux s'en tiraient alors avec la vie sauve. Imagine une seconde que je connaisse ton secret, ouvre la bouche. Tu ne le connais pas, on est bien d'accord. Si jamais je le connaissais, je te donnerais un bon conseil. S'il m'arrive malheur, tu seras en grand danger. Il faudra que tu quittes ce navire. Et maintenant, mords bien. Voici, mes seigneurs, votre vin. Si nous acceptons leur pardon, tout sera effacé. Nous deviendrons tous des fermiers. Ça te tente? Passer sa vie les pieds dans la terre, c'est pas vivre. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Il semble que le roi ait décidé de mettre le mot fin au livre de l'histoire de la piraterie. C'est donc à nous qu'il échoit de faire en sorte que son dernier chapitre soit le plus mémorable. Le capitaine a tenu parole, mais pas de la façon dont on pouvait s'y attendre. Nous avons fait route vers la Caroline du Nord pour accepter le pardon du roi et nous déclarer auprès du gouverneur Charles Eden comme de légitimes marchands. Avait-il réellement l'intention de s'installer sur la terre ferme? À mon avis, il avait un stratagème en tête. Mais seul l'avenir le dirait. Donc, l'aventure est désormais régulièrement enregistrée dans la colonie de la Caroline du Nord.
Je vous en remercie. C'est un plaisir, et nous nous réjouissons de la décision que vous avez prise de vous installer ici, dans la ville de Basse. Et voilà, cela étant dit, certains arrangements seraient-ils possibles? Je suis tout prêt à vous entendre, monsieur Eden. Veuillez cependant ne jamais oublier que je ne suis pas un homme que l'on peut berner. Je n'en ai jamais douté, jamais. Il s'agirait, comment dire, d'arrangements générateurs de profits mutuels très profitables. Voilà. Vous parlez beaucoup, monsieur Eden, seulement vous ne dites pas grand-chose. Le gouverneur aimerait savoir dans quelle mesure... Je devine assez bien ce que le gouverneur aimerait savoir. Il se demande comment je pourrais vous aider. Vous êtes subtil. Vous me laisserez mener ma vie comme je l'entends. Et, en échange, je ferai de mon mieux pour venir en aide à l'économie locale. C'est à peu près ce que je voulais dire. Pour moi, voilà un accord des plus satisfaisants. Encore une petite chose. Je désire me marier. Oh, nous devons donc vous trouver une épouse, c'est ça. Ah, tiens, j'en ai une pour vous. La fille d'un propriétaire terrien, quasiment des notables, bonne famille, excellente éducation et jolie avec ça. Bien. Voilà qui est réglé. Messieurs, je vous salue. Jusqu'au revoir. Il n'est pas tout à fait le barbare que je vais imaginer. Je l'ai assez bien manœuvré. Cela dit, le personnage est impressionnant. Bien. Nous verrons bien si la jeune Marie Ormond aura la force et le talent de civiliser cet homme-là. Vous comptez lui faire épouser mademoiselle Ormond? Cela n'a rien de choquant. Son père m'a demandé de lui trouver un bon parti. Je ne vois pas de meilleur parti que ce monsieur Teach. Si quiconque en ces lieux a une juste raison de s'opposer à cette union sacrée, qu'il s'exprime à l'instant. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par Sa Majesté le roi George et l'Église anglicane, je vous déclare mari et femme. Permettez-moi de vous présenter mes plus chaleureuses félicitations. Merci. Je crois savoir que votre nouvelle demeure est sur le point d'être finie. Alors, monsieur Teach, c'en est donc fini des courses en haute mer? Il se pourrait bien. Mais vous avez toujours votre navire. Et je suis sûr que monsieur Teach saura le remettre en service si les circonstances l'exigent. Non, pas question. Mon cher mari n'ira plus traîner avec des sauvages. Je vais faire de lui un homme neuf. La voiture nous attend. Venez, très cher. Allez. Ah, doucement, monsieur Teach. Vous traitez le monde à votre guise lorsque vous êtes en mer, mais nous ne sommes pas sur l'océan. Il sera sous peu un des piliers de notre communauté. Nous n'avons pas besoin de piliers, mais d'argent. Alors, vous nous dites que Teach se trouve à Basse, monsieur Mosley. Oui. Il vous suffit donc d'envoyer des hommes en armes l'arrêter sur place. S'il avance un tel projet, il regagnera sans tarder son navire et repartira sur les mers. Comment le sera-t-il? À terre, il n'est pas seul, il a de nombreux amis. Faisons appel aux forces navales. S'il tente de s'échapper par la voie des mers, les vaisseaux du capitaine Brand seront prêts à l'accueillir. Mais nous ignorons où se trouve son navire. Il peut être n'importe où dans un rayon de 30 000 autour de Basse. J'en fais mon affaire. Je vous trouverai son lieu d'ancrage. Monsieur, cette procédure a tous les avantages. Nous éliminons Teach, Eden est jugé pour collusion, monsieur Mosley devient gouverneur. Il y a une ombre à ce projet radieux. Ayant bénéficié de la grâce du roi,
Teach, au regard de la loi, n'est plus un pirate. Le capitaine a raison. Le tuer serait commettre un acte illégal. Teach ne supportera pas longtemps la vie à terre. Il est né pirate. En pirate, il mourra. Et tandis que le capitaine jouait les propriétaires terriens, nous étions à bord de l'Aventure, amarrés au Krakok à quelques milles de là. Et c'est moi qui avais la délicate mission de garder un œil sur l'équipage. S'il est bien une chose dont les pirates ont besoin, c'est d'action. 5 shillings que tu sors pas un 2. Allez, vas-y. Car si on n'a personne contre qui se battre, on finit par se battre entre nous. Et quand il y avait de l'orage dans l'air, quelqu'un profitait toujours pour semer la discorde. Tu sais, Frenchy, toi qui connais les secrets des bateaux, t'as le droit de t'en aller, tu devrais même. J'ai nulle part où aller. Pourquoi es-tu embarqué? La liberté, l'évasion. Les amis. Hé, comment t'as fait? Attention, il y a une dame! Allez, calme-toi, je te fais une boutonnière, moi! Qu'est-ce qui se passe? Morton a parié 10 shillings que je ferais pas 2-6. C'est sorti. Alors paye, Morton. J'ai pas de quoi payer. Il y a plus d'argent, plus de rhum, plus de capitaine. On va à terre. Pourquoi? Tu veux qu'on aille voir ton capitaine en train de prendre le thé? Il y a du rhum à terre. T'as pas besoin de ça pour te rincer le gosier. Hé, Gibbons, ça c'est le siège du capitaine. Debout. Ce n'est pas votre navire, monsieur Gibbons. Ni le vôtre. Et j'ai dit debout. Bon. C'est si gentiment demandé. Ah là là. Alors j'ai dit cuit-cuit, comme l'oiseau ou comme le rôti. Vous êtes irrésistible, cuit-cuit comme le rôti. J'ai cru comprendre que vous prépariez une fête, Madame Teach. Oui, mon cher mari va tailler sa barbe et portera le plus bel habit de toute la ville de Basse. Vous savez, ma femme est une spécialiste des vêtements. Et c'est une experte en robes. Elle a une robe pour chaque occasion et... et pas mal d'autres. Pour rien du tout. Il n'empêche qu'il y en a un de nous deux qui sait comment se tenir en société. Mais votre époux est une célébrité. Plus maintenant. Désormais, c'est un gentilhomme campagnard. Enfin, il le devient. Je m'y emploie. Dites-moi, gouverneur, allez-vous au lit avec vos bas? Ma foi, non. Ah bon? Mon mari, si. Nous partons, madame. Je n'ai aucune envie de m'en aller. Allons. Debout. Debout! Assis. Merci de cette délicieuse journée. Où allons-nous? Retrouver certains de mes amis. Vous pourrez essayer de les civiliser. J'en ai parlé. J'ai dit non. C'est terminé. Allez, hors de ma vue. Tu veux me en bouffer veux, de mes faut poils, qu'il en reste. continue. Je suis sûr que vous serez content de boire avec votre capitaine. À moins, bien sûr, que vous n'ayez élu un nouveau capitaine.
Un beau morceau, n'est-ce pas, monsieur Gibbons? Très joli, capitaine. Elle est à vous, si cela vous tente. Vous oseriez? Vous êtes un... Tu es chez les pirates, ici. Les pirates ont aussi des règles, part égale pour tous. Cela s'appelle la démocratie. Comme il vous plaira, monsieur Gibbons. Vous autres, faites la queue, arrangez-vous. Chacun son tour. Bien. J'ai l'intention de faire une balade en mer demain, monsieur Hans. Et j'aurai plaisir à naviguer avec vous. Alors, dès que nous savons où se trouve le bateau de Teach, nous attaquons. Et là, s'il tente de s'enfuir par la terre ferme, il trouvera en face de lui une petite armée. S'il s'enfuit par la mer, nous lui bloquerons la route. Il est pris. Gouverneur, laissez-moi encore une fois exprimer toutes mes réserves vis-à-vis de votre plan. Envisagez-vous d'échouer? Bien sûr que non. Tout ce que je dis, c'est que le plan du gouverneur du roi comporte... Lieutenant Ménard, que suggérez-vous? Eh bien... Oui? Prenons-le à son propre jeu. Précisez. Servons-nous de sloop. Sloop? Et quoi ensuite? Nous lui demandons s'il n'aurait pas par hasard envie de se rendre? Non. Alors quoi? Traquons-le sans répit. Nos armes, la rapidité, la discrétion et la ruse. Ce sont les bases de sa tactique. Il ne s'attend pas à ce que la marine royale se serve de cette tactique. Vous aurez vos sloops. Gouverneur, je me dois de vous réitérer toutes mes réserves. Ce plan est dangereux et mal conçu. Je le juge pour ma part très brillant. Vous recevrez vos ordres de mission dans la matinée. C'est vous qui décidez. Et lieutenant Ménard. Gouverneur? Attrapez Teach. Et vous recevrez une part de la valeur de ce navire. Et de sa cargaison. Au travail, Howard. Bravo, monsieur Studge. Vous saviez que je reviendrais, monsieur Hans. Ouais. Vous le saviez aussi. Comment sont les hommes? Heureux de reprendre la mer. Aucun signe de mutinerie? Non. Peut-être le moment est-il venu de leur rappeler qui je suis. Monsieur Gibbons? Dites-moi, avez-vous été en enfer? Non. Apporte-moi du soufre et de quoi faire de la fumée, noble César. Même Edward Teach n'était pas à l'abri d'une mutinerie.
C'est pourquoi il cherchait toujours à nous éprouver pour montrer qu'il était le seul maître à bord. Et il y avait une épreuve qu'il aimait tout particulièrement. Je pense que vous avez tous deviné quelle est la règle du jeu. Elle est très simple. Le premier qui sort est une fillette. Et le dernier n'en est pas une. Dis-toi, t'en serais pas une, Frenchie. Quoi que vous fassiez, Morton, votre mort restera dans l'histoire comme une fin glorieuse. Allez, tous déguerpissez. Je vais rester encore un peu, je crois. Vois la ligne de milieu! Droit devant! Je l'ai en vue. On dirait que nous allons revoir une vieille connaissance. Toute voile dehors, monsieur Gibbons. Hissez le grand phare qui s'efferme! Capitaine. C'est lui. C'est encore lui. Le vent est avec nous, capitaine. Tant mieux, monsieur Helms. C'est le capitaine Dosset. T'as pas envie de les rejoindre? Canon 3, en position. C'est à nous, viens. Un autre canon, je vous prie, monsieur Helms. Canon 5! Soyez prêts à tirer! Feu! Feu! Le pavillon, amenez-le! Allez, vite, vite! Amenez le pavillon! Dès que la marine royale aura été mise au courant, elle viendra vous chercher. Non. Cette péripétie entrera dans l'histoire comme acte de commerce, tout ce qu'il y a de plus légal. Faites-moi confiance, monsieur Helms. Comme je vous fais confiance. Imaginez, s'il est possible, notre surprise en découvrant qu'il n'y avait personne à son bord. Il avait été abandonné? Il semble bien, merci. Un vaisseau français si loin de son port d'attache. Tout ce que l'on peut croire, c'est que la vie en mer ne leur convenait plus. Quoi qu'il en soit, soucieux d'appliquer à la lettre le code de Sa Majesté, nous avons pris le contrôle du bâtiment. Ah, vous... Bien sûr. Et la cargaison? Eh bien, elle vous est destinée, gouverneur. Selon les règles établies par les lois de Sa Majesté, cela va sans dire. Certes, mais n'êtes-vous pas autorisé à en garder une part pour vous? J'ignorais... C'est la loi? Je crois pouvoir le dire. Et tant que personne ne venait prouver le contraire, le capitaine pouvait continuer à s'emparer de bateaux et de leur cargaison en prétendant qu'il les avait trouvés abandonnés. C'est votre équipage? Une partie. Mes autres compagnons sont sagement endormis dans leur lit. En 2 mois, nous avons pris d'assaut 5 navires.
grâce à la ruse du capitaine. Et tôt ou tard, même les meilleurs plans finissent toujours par tourner au vinaigre. Voyez donc qui vient nous rendre visite. Je ne suis pas n'importe qui, je vous préviens. J'ai des relations. Eh bien, vous en aurez besoin. Notre maître de manœuvre, William Howard, a été fait prisonnier par des officiers anglais. Et devinez à qui il a été livré? Au gouverneur Spotswood, en personne. Je vous la répète. C'est une question simple qui ne requiert qu'une réponse courte. Où est le navire de Teach? Monsieur Howard, vous n'avez pas encore pleinement conscience de la gravité de votre situation. Je ne dirai rien. Ah oui, c'est vrai. Les pirates et leur code de l'honneur. J'ai des amis à Londres, ils interviendront. Il faudra 3 mois avant qu'une lettre officielle quelconque n'arrive. Dans 3 mois, justice sera faite depuis longtemps. Un informateur à qui on peut se fier? Oui, il s'agit de l'un de ces hommes. Le navire de Teach est amarré dans la baie d'Ocracoke. Selon M. Mosley, Teach est revenu à ses anciennes pratiques. Il déclare qu'il fait du commerce. Pour moi, c'est de la piraterie. Vos hommes sont prêts? Ils le sont. Mais je me dois de vous conseiller instamment de réfléchir encore à Épargnez-moi, votre décision. capitaine Brandt, je ne connais que trop votre opinion. Le lieutenant Ménard et sa flotte seront prêts dans moins d'1 semaine. Parlez. Pour le prisonnier Howard, monsieur? Il aura un procès sans jury. Faites le nécessaire au plus vite. Ce n'est pas un bâtiment de Sa Majesté. Je crois bien que nous allons pouvoir saluer de nouveau le capitaine Vane. Nous savons tous comment ça se passe chaque fois que nous retrouvons le capitaine Vane. Charles Vane venait des Bahamas où il avait assisté à l'arrivée de Woodes Rogers, le nouveau gouverneur nommé par le roi George. La plupart de nos amis pirates semblaient donc avoir accepté le pardon royal. Charles Vane lui-même avait autre chose en tête. Écoutez-moi, tous! Donc, Woodes Rogers arrive au port avec sa flotte de navires de guerre. Et présent pour l'accueillir à genoux, soumis. D'après vous, qui? Quasiment tous les chefs pirates des Caraïbes, Hornigold, Jennings, Burgess, ils y sont tous. Pleurnichants comme des fillettes qu'ils sont. Que fait alors Charles Vane? Il prend un sloop, il met le feu, et le fait entrer dans le port. Et voilà le meilleur. D'après vous, qui croyez-vous que le gouverneur Woodes Rogers a envoyé pour me donner la chasse? Tenez-vous bien. Hornigold. Bien sûr, ils ont fini par démanteler notre petit royaume, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en reconstruire un autre ici?
Et pourquoi est-ce que je ferais ça? J'ai accepté la grâce royale. Je suis un honnête citoyen maintenant. Voilà qui est très fâcheux. La nouvelle est tout à fait certaine. Le gouverneur Spotswood envoie des forces armées en vue de capturer Teach. Mais il n'a pas le droit. Teach n'est plus du tout un pirate. Apparemment, le gouverneur s'en fiche. Je vais aller voir Teach en personne pour l'avertir du danger. Réflexion faite. Vous allez y aller. Vous êtes rompu à ce genre de mission. Vous lui demanderez de disparaître quelque temps. Bien, le chef de la justice. J'espère que vous ne venez pas nous mettre au fer. Je viens vous informer d'une mauvaise nouvelle. On ne peut plus contrariante. Oh. Le gouverneur de Virginie a appris où se trouvait votre repère. Et il a comme projet de venir jouer les troubles fêtes. Il a envoyé d'une part une petite armée par voie de terre ainsi qu'une force navale chargée de vous capturer. De capturer, dites-vous? Oui, c'est pourquoi je vous engage vivement à fuir quelque temps et à disparaître. Vous me conseillez de fuir? Mais est-il légal d'arrêter un homme gracié par le roi en bonne et due forme? Le gouverneur Spotswood a toujours été un homme qui ne s'arrête pas à ce genre de détails. Monsieur Knight, je vais tirer la leçon de votre information. Mais gardez vos conseils. Je vous conseille, moi, de ne jamais oublier que j'agis toujours et partout comme je l'entends. Et que tout le pouvoir de la flotte de Sa Majesté n'aura jamais celui de me dicter ma conduite. Allez, en route pour la taverne. Vous irez boire seul, Teach. Et notre royaume de pirates, que devient-il, hein? Peut-être que vous n'en ferez pas partie, en fin de compte. J'ai des affaires très urgentes. Il semblerait que le capitaine Vane sache très bien ce qu'est la peur. Vane nous a donc quittés pour faire route vers le nord. Mais il n'a fait que précipiter sa propre fin. Lorsqu'il a rencontré un navire français quelques semaines plus tard, il a refusé de l'attaquer. Son équipage l'a alors accusé de lâcheté et s'est mutiné. Vane a été abandonné sur une île déserte avec pour seule compagnie un peu de rhum et un pistolet chargé. Il aurait eu la fin qu'il méritait. Ils seront bientôt là. Si vous le désirez, vous pouvez partir. Non. J'ai fait trop de chemin avec vous. Je ne pars pas. Dans les jours qui ont suivi, Charles Eden et Tobias Knight ont à nouveau essayé de nous convaincre que la fuite était notre unique planche de salut. Knight nous a même écrit une lettre bien tournée pour nous dire que le filet se refermait sur nous. Monsieur Knight est aussi insistant et persuasif par écrit qu'il est de vive voix. J'aimerais que nous portions un toast à Monsieur Gibbons. À Monsieur Gibbons.
Monsieur Gibbons. Dites-moi, pourquoi vous n'avez jamais essayé de me tuer, histoire de prendre ma place? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez peur de moi. Vous êtes, Monsieur Gibbons, un homme violent. Mais la violence a ses limites. Or, vous savez que moi, dans ce qui m'anime, je n'en ai aucune. Je sais toujours ce que vous pensez. Vous ne pourrez jamais en dire autant de moi. C'était juste au cas où vous l'auriez oublié. Vous me remercierez plus tard de vous avoir fait cela, mon ami. Et qu'on ne vous voit plus sur un bateau, Monsieur Hans. Monsieur Hans! Monsieur Hans! Pourquoi? C'était votre ami? C'est vrai, oui. Et il vient certainement de me sauver la vie. Ne retourne pas en mer, Fritchie. N'y retourne jamais si tu veux vivre. Allez, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Et tandis que je me résignais à une vie de marin d'eau douce, le lieutenant Ménard voguait avec 2 sloops en direction de la baie d'Ocracoke, où le navire du capitaine était au mouillage. Ils sont entrés dans le repère du diable, des eaux que le capitaine connaissait comme personne. L'endroit était bien choisi et facile d'accès par terre et par mer. Teach a amarré son bateau ici. Si nous l'attaquons par le sud, il sera forcé d'aller vers le nord, à l'intérieur des terres. Non, il y a trop peu de fond, on risque de s'échouer. Du coup, il va falloir la tirer en pleine mer. Nous restons à l'ancre durant la nuit. Et dès l'aube, nous lançons une ligne de plomb pour avoir la profondeur, et seulement ensuite nous l'attaquons par le sud. Le capitaine n'avait que 2 solutions. Fuir ou rester et se battre jusqu'au bout. Pour Edward Teach, il n'y avait qu'un seul choix possible. Mais ces hommes allaient-ils le suivre? Vous pensez sérieusement que nous pourrions croire que durant toutes ces années où vous avez servi sous les ordres de Teach, vous n'avez pas une seule fois envisagé la possibilité de le trahir? Oui. Je veux dire, non. Lequel des deux, Monsieur Gibbons? Je suis fier et heureux d'avoir servi sous ses ordres, si vous voyez ce que je veux dire. Prenez garde!
Teach est un vrai fou. Ce que vous êtes comme ce qui pourrait vous arriver l'indiffère. Vous restez loyal envers lui, et lui vous conduira à une mort certaine. C'est dans la trahison que vous vous sauverez. Monsieur Barbe Noire, c'est un grand capitaine. Et je le suivrai n'importe où. Vous êtes un menteur, monsieur Gibbons. Vous savez quel est le châtiment que l'on réserve aux parjures devant la cour, n'est-ce pas? L'exécution? Oh oui. L'exécution. Mortelle, en général. À ce qu'on dit. Servez un grand bol de rhum à ce malheureux. Messieurs, la partie est bientôt terminée. Pour ceux d'entre vous qui en ont assez de jouer, il est temps de me dire au revoir. Aveugle et fou. C'est ce que nous étions lorsqu'a commencé notre petite aventure. De pauvres aveugles, fous, menant leur pauvre vie d'aveugles et de fous, tandis que la mort et l'oubli les guettaient partout et à tout moment. Mais alors que d'autres se contentaient de femmes, de trésors et de rhum, nous avons gardé notre cap. C'est pourquoi on ne nous oubliera jamais. Ce pourrait être notre homme. Dites aux rangers qu'ils se tiennent prêts à lever l'ancre et à hisser la voile. Silence total jusqu'à nouvel ordre. Mais en attendant, surveillez-le. Capitaine! Messieurs, je crois que nos amis de la flotte de Sa Majesté sont enfin arrivés. Tir de semonce, je vous prie, monsieur Gibbons. Canonnier! Tir de semonce quand vous voudrez! Ils nous ont vus. Par le diable, qui êtes-vous? C'est notre homme. Ohé du navire, annoncez-vous! Nous sommes de la flotte de sa très gracieuse majesté! Hissez le pavillon! Envoyez un signal aux rangers qu'ils arment les mousquets et se préparent à l'attaque.
Nous verrons s'il va s'échapper. Seulement 2 sloops et pas de canon. Je reconnais qu'il ne manque pas d'audace. Êtes-vous prêt à attaquer, monsieur Gibbons? Bien, capitaine. Monsieur Morton, libérez l'ancre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Du nerf! Accélère la manœuvre! Plus vite, les gars! Appuyez! Ensemble, les gars! Oh mon Dieu! Il n'essaie pas de nous échapper. Il vire de bord pour nous attaquer. Hissez la grand voile! Hissez la grand voile! Parez à virer! Parez à virer! La tactique du capitaine était ingénieuse. Il savait qu'une attaque éclair était la meilleure solution. Soit il arrêtait l'ennemi à coups de canon, soit il le poussait à l'échouage dans ces eaux dangereuses. Libère la bouche! Les mousquets! Par ici! Feu! Sur le 3e canon, fonce! Un de moins. Au suivant. Ma longue vue, vite! Le Ranger est touché! Sortez-nous d'ici! On s'est échoué, capitaine! Damnation! Tous les hommes au pont inférieur! Tout le monde descend dans la cale, allez! Tout le monde dans la cale! Tout de suite! Ils sont échoués! Ils sont à nous! Je crois bien qu'ils sont à nous, messieurs. Parez à l'abordage! Manœuvre d'abordage! Délestons! Le plus lourd par-dessus bord! Un peu de musique, s'il vous plaît, Monsieur Jones. Monsieur Jones est resté à terre, capitaine. Ah, bien. Il ne nous reste qu'à marcher sans lui vers la victoire. Monsieur Drake? Allez, messieurs, finissons-en. Non, pas toi, César. Si les choses devaient mal tourner, je veux que tu sois là et que tu mettes le feu aux poudres. Ils peuvent toujours me prendre, mais un bateau que je commande, jamais.
ce que vous faites. Sauver ce bateau ne vous sauvera pas la vie. Traître! Bien joué, mon ami. Tu seras avec moi dans les pages des livres d'histoire. Des aveugles. De pauvres fous. Voilà ce que nous étions. De pauvres fous aveugles errant le long du chemin de nos vies. Tandis que la mort et l'oubli nous guettaient. Partout. Et à tout moment. Mais quoi qu'ait pu nous réserver le destin, il est une chose dont nous pouvons être certains. Ils ne nous oublieront jamais. Dans son rapport sur la bataille de Krakok, le lieutenant Ménard écrira que Teach a trouvé la mort après avoir reçu 5 balles et 20 coups de sabre. Je vous rappelle que si vous nous livrez des éléments à charge contre Teach ou des renseignements permettant la mise au jour de son trésor, la Cour de Virginie en tiendra compte au moment du verdict. La plupart de mes compagnons ont péri à Ocracoke. Les survivants ont été conduits en Virginie et interrogés par le gouverneur Spotswood. Parmi eux se trouvait César, qui a refusé de donner des preuves contre Teach. D'autres ont dit tout ce qu'ils savaient pour sauver leur peau. Ça n'aura pas servi à grand-chose. Ils ont tous fini au bout d'une corde. Je n'ai jamais revu le jeune Louis Haro, ni su ce qu'il était devenu. Son destin et sa véritable identité restent un mystère à ce jour. Votre très gracieuse majesté, attendu la menace contre la sécurité, le commerce, les populations des colonies d'Amérique que représentait le criminel Teach, j'ose espérer de votre majesté la reconnaissance de l'absolue nécessité où je me suis trouvé d'agir. Le gouverneur Spotswood a passé l'année suivante à convaincre le roi qu'il n'avait rien fait d'illégal en capturant et en tuant Teach. Les distances ne vous est permis... Il est resté gouverneur pendant encore 3 ans. Ah, Monsieur Hans, bienvenue. Heureux de vous voir. Quant à moi, j'aurais pu continuer à obéir au code de la piraterie et me taire.
Mais le capitaine et mes compagnons morts, je ne leur devais plus rien. J'ai donc donné des preuves contre eux en échange de mon pardon. Du rhum, très bien. Du rhum. Et puis j'ai décidé que la vie dans les colonies n'était pas pour moi. Et je suis rentré à Londres. Nous avons, vous et moi, monsieur Pour une bouchée de pain, je raconte à qui veut l'entendre ce qu'était vraiment l'âge d'or de la piraterie. Le lieutenant Ménard est revenu en Virginie. Mais il a dû attendre 4 ans l'argent que le gouverneur Spotswood lui avait promis. On raconte qu'après avoir tranché la tête du capitaine, on a jeté son corps à la mer et qu'il a fait 2 fois le tour du bateau à la nage avant de couler. Peut-être une légende, mais une légende dont le capitaine aurait été fier. À la fin de l'année 1718, nous avions tous été éliminés. La piraterie et son plus grand héros étaient peut-être morts, mais ils resteraient à jamais dans les mémoires.